C'est génial de voir vos visages. Je suis très heureuse de vous voir. N'hésitez pas à activer vos micros pour nous dire bonjour. Et bien sûr, après, on va vous fermer le micro pour le début de la présentation. Je vois quelques personnes ici de l'EKANS. C'est super de vous voir en délégation comme ça. Donc, on va prendre quelques minutes de plus pour laisser tout le monde arriver. Merci de prendre le temps de vous présenter dans la boîte de clavardage, de nous dire d'où vous venez. Nous sommes très excités de vous voir ce soir. Nous sommes ici pour parler de santé reproductive et sexuelle des femmes pendant la pandémie et nous sommes très heureuses et heureux de vous accueillir. Je vais commencer par vous informer que nous avons un service d'interprétation simultanée ce soir. Donc, si vous préférez entendre la conversation en français, merci de cliquer sur l'icône en petit globe en bas de votre écran pour choisir votre langage de préférence. Fanny est ici avec nous ce soir pour nous aider avec la traduction, donc merci d'être parmi nous. Je suis Ashley Armstrong, je suis co-directrice aux communications à Interpares. Et je vais simplement admettre quelques participantes et participants de plus, juste un petit moment. Et je vous parle aujourd'hui à partir des territoires non cédés des peuples algonquins. Nous respectons les peuples algonquins qui sont les gardiens originaux de ce territoire et reconnaissons leur relation de longue durée avec ce territoire qui demeure non cédé. Pour ceux et celles qui nous connaissent et pour ceux et celles qui ne nous connaissent moins, Interpares, ça veut dire entre égaux et égales. C'est une organisation féministe qui croit à la solidarité comme approche centrale à la coopération internationale. Nos programmes se concentrent principalement sur 6 enjeux internationaux: la souveraineté alimentaire, la justice entre les genres, la paix, l'équité, les migrations et la pauvreté. Nous travaillons avec des partenaires comme l'ICANN, qui sont une partenaire de justice sociale en Asie, en Afrique, en Amérique latine et au Canada. Pour plus d'informations à leur sujet, vous pouvez visiter notre site web à interpares.ca ou nous trouver sur les réseaux sociaux. Avant de plonger au cœur de notre propos ce soir, j'ai quelques petites recommandations à vous fournir. Si vous avez besoin de soutien visuel pendant la conférence, n'hésitez pas à me contacter sur le chat. Mon nom est Ashley Armstrong, pardon. La boîte de clavardage sera activée tout au long de la conférence, donc vous pouvez l'utiliser tout au cours de la conférence et nous y retournerons à la fin. Et pour l'instant, nous vous invitons à vous présenter dans la boîte de clavardage. Et je vois que quelques personnes le font déjà, donc merci. Et enfin, je vous informe que cette séance sera enregistrée afin de pouvoir partager le contenu plus tard. Je suis accompagnée de Eric Bernardo, qui est spécialiste de la santé sexuelle des femmes aux Philippines, ainsi que son homologue en Colombie-Britannique. Eric et Jennifer animeront une conversation dans les prochaines minutes et nous aurons ensuite une période de questions. Donc, sans plus attendre, David, je vous laisse la parole. Ah, je n'arrivais pas à activer mon micro, mais on m'a redonné le droit de le faire, donc merci. Bienvenue à tous et toutes. Je suis David Brewer et je suis gestionnaire des programmes ici à Interpares. Et j'ai l'honneur de faire partie de ceux et celles qui travaillent avec le Centre pour la santé reproductive des femmes, l'ICANN, aux Philippines. Interpares soutient le travail de l'ICANN depuis sa fondation en 1985. C'est un exemple de l'approche que nous encourageons envers la coopération internationale. Nous recherchons des organisations qui partagent nos principes dans l'Amérique latine, partagent notre analyse de la pauvreté et de la marginalisation comme n'étant pas due à la mauvaise chance, mais plutôt des conséquences de l'inéquité et de l'injustice, que ce soit à l'intérieur des pays affectés et entre les pays de la planète. Nous ne pensons pas à notre œuvre comme de la charité. Nous croyons que ces enjeux de justice sociale, nous considérons ces enjeux comme étant des enjeux de justice sociale et l'ICANN, en tant qu'organisation, partage ce type de perspective.
Nous croyons également que la justice sociale prend du temps à arriver. On ne change pas des systèmes d'oppression racistes et sexistes du jour au lendemain. Et c'est particulièrement vrai lorsqu'on parle de santé reproductive. Donc, pour les Canadiens et Canadiennes dans la salle, je vais faire un petit historique de la question au pays. Au Canada, en 1923, le premier groupe de militantes s'est formé pour demander des services en planification de la famille. À l'époque, c'était illégal et la contraception était punie de 2 ans de prison. Il a été légalisé en après 46 ans de lutte acharnée. Donc, comme je le disais, le changement social, c'est une histoire de long terme. Donc, on ne croit pas aux projets de court terme, mais on espère bâtir des relations de confiance pour l'avenir. Nous ne croyons pas non plus que c'est notre place de dire à l'ICANN comment agir ou fonder son plan d'action. Comme Ashley le disait, notre nom veut dire entre égaux et égales. Donc, nous considérons que les centres LICAN sont les experts de leur propre contexte et sont en mesure de nous parler de leurs propres besoins. Ce que nous faisons donc, c'est de travailler en solidarité, notamment en trouvant des fonds pour soutenir leur travail. Donc, nous demandons aux organismes canadiens de soutenir Interpares et nos partenaires. Et c'est pourquoi je vous remercie tous et toutes qui sommes ici avec nous et qui contribuent à nos campagnes. Avec Affaires mondiales Canada, nous avons obtenu le soutien nécessaire pour étendre notre campagne largement. Donc, de 2016 à 2020, nous avons financé et soutenir le camp LICAN pour établir 4 cliniques familiales médicales dans la région de Manila en fournissant des services gratuits aux communautés de femmes pauvres et marginalisées. Parmi ces efforts, nous avons remarqué l'effort très, très difficile que nous devions surmonter. Et donc, nous avons obtenu le soutien d'Affaires mondiales Canada pour nous concentrer sur cette zone problématique de la santé reproductive des femmes. Donc, un énorme remerciement à Affaires mondiales Canada. À Interpares, nous savons que nous n'avons pas toutes les réponses. Et ce que nous savons ici, c'est qu'il y a une immense valeur dans le partage d'expériences et de savoir. Et donc, un des projets que nous avons mené avec l'ICAN, c'est d'amener des femmes du centre de l'ICAN au Canada afin qu'elles puissent partager leurs récits et témoignages. Et grâce à ces tournées, nous avons pu nous concentrer sur le travail parmi les populations adolescentes qui représentent un des plus grands défis dans notre secteur. Et pendant cette tournée en Colombie-Britannique, nous avons pu en fait, l'ICAN a rencontré le Centre de reproduction sexuelle de Colombie-Britannique et ils ont pu être témoins du travail fantastique que le Centre de reproduction sexuelle de la Colombie-Britannique fait avec les étudiantes et les adolescentes. L'éducation sexuelle est un immense défi dans le contexte culturel plutôt conservateur des Philippines. Et donc, de nous rencontrer en Colombie-Britannique nous permettait d'aller plus loin dans cette expérience. Et donc, en 2018, Jennifer, qui est avec nous aujourd'hui, est allée aux Philippines pour partager quelques-uns de ses récits et expériences de travail avec les adolescentes dans son propre pays. Et ça nous amène à notre propos d'aujourd'hui. Donc, nous sommes enchantés de pouvoir rassembler ces deux organisations fantastiques et de les amener en dialogue. Donc, je suis très heureuse d'accueillir Eric Bernando de Island Sexual Health. Je suis très heureux de le voir ce soir. Et nous les avons invités ce soir pour parler de la santé reproductive sexuelle des adolescents et adolescentes, ce que nous ferons grâce à une série de questions. Je les ai partagées avec les deux premières concernées avant. Tout ça, ça a été préparé, ne vous inquiétez pas. Mais nous allons tenter de faire ça pendant les 25 prochaines minutes. Et ensuite, nous allons passer à la période de questions et nous engager dans une discussion de type plénière.
Je vais maintenant vous présenter nos deux panélistes de manière à ne pas devoir interrompre le flot de nos conversations. Erickson Bernardo est infirmier de profession qui a choisi de ne pas se confiner dans le format conventionnel hospitalier et en 2012, Eric a laissé un emploi très payant dans le domaine de l'exploitation médicale et qui a travaillé parmi de nombreux projets le menant à travailler sur la santé reproductive des femmes. Il a pu approfondir sa formation d'infirmier afin de se concentrer sur la santé reproductive des femmes. Il est maintenant un militant ardent défenseur de la santé et des droits reproductifs des femmes et il travaille maintenant sur le projet Momentum qui est maintenant financé par Global Affairs Canada. Jennifer Gibson, tant qu'à elle, est coordinatrice du Centre de services communautaires de services en santé reproductive et de planification familiale à Victoria, en Colombie-Britannique. Elle est également instructrice en santé sexuelle, dont l'humour et l'approche aident à rendre le sujet agréable et facile d'approche. Son travail en éducation sexuelle a aidé plus de 125 000 étudiants et étudiantes dans leur parcours scolaire, ce qui est fantastique. Pour sa maîtrise, elle a publié un mémoire intitulé Comment rendre l'éducation sexuelle sexy pour les jeunes, ce qui, je crois, franchement, est un titre fabuleux. Et donc, je vais faire une dernière chose avant d'aller au cœur de notre conversation. Voici maintenant la chance pour tous et toutes dans la salle de manifester votre propre savoir autour de la reproduction sexuelle des jeunes adolescents et adolescentes. Et donc, voici une question et vous pourrez choisir une réponse. Donc, au Canada, en 2019, à combien d'enfants les filles âgées de 10 à 14 ans ont-elles donné naissance? Et voilà. Donc, le bon chiffre est 64. Bravo à ceux et celles qui ont réussi. Et maintenant, passons à la prochaine question. Combien de filles de 19 ans et moins donnent-elles naissance chaque année dans le monde? Et voilà, donc la réponse. Encore une fois, vous êtes très fort et forte. 13 millions, c'est le bon chiffre. J'aurais voulu que ce soit 1 million, mais je suis au moins heureux que ça ne soit pas 20. Et maintenant, la dernière question. Aux Philippines, en 2019, à combien d'enfants les filles âgées de 10 à 14 ans, pardon, ont-elles donné naissance? Et encore une fois, donc vous avez la bonne réponse. 2411 est la réponse malheureuse à cette question. Donc, merci de votre participation à ce sondage. Nous allons maintenant passer au sujet principal de notre rencontre. Je vais juste enlever ce petit sondage de mon écran. Et j'aimerais commencer avec toi, Eric, mais la question se dirige à vous deux.
Pourriez-vous m'expliquer pourquoi il est aussi important de faire ce travail sur la santé reproductive sexuelle des jeunes adolescentes dans votre contexte aux Philippines? Et pourriez-vous nous parler de ce contexte dans lequel vous travaillez? Merci beaucoup, David, et merci à Interpares de m'avoir invité ce soir. Comme nous l'avons vu dans le sondage, il y a 2400 enfants qui sont nés de femmes âgées entre 10 et 14 ans aux Philippines l'an passé. Donc, nous avons de plus en plus de données qui démontrent que de plus en plus de jeunes femmes tombent enceintes, spécialement en temps de pandémie avec le confinement. Ils sont beaucoup plus vulnérables puisqu'elles ne peuvent pas sortir. Peut-être vivent-elles dans des habitations précaires dont elles ne peuvent pas s'en aller, que ce soit en famille ou en couple, où elles répètent euh, où elles répètent les grossesses indésirées. Et en 2017, nous avons eu notre census démographique qui montrait que les femmes de 15 à 19 ans donnaient naissance à 47 à 50 000 enfants par année. Donc, il y a vraiment une augmentation, une tendance stable d'augmentation des cas de grossesse adolescente, ce qui est très malheureux. Donc, on parle spécialement des femmes de 15 à 19 ans qui sont très absentes. En fait, nous avons des données sur les adolescentes de 15 à 19 ans, mais pour celles plus jeunes de 10 à 14 ans, les données sont très absentes. Et si nous tentons de traduire ça en chiffres absolus, ça ne voudrait rien dire parce que la population en soi a énormément changé dans les dernières années. Il y a quelques années, j'ai rencontré le responsable du développement économique qui a pu partager des données des Philippines qui démontraient que de plus en plus d'adolescentes donnent naissance. Environ 127 enfants sont nés de mères adolescentes à chaque jour aux Philippines et ce taux augmente. Nous avons remarqué environ 7 morts périnatales dans la dernière année, ce qui est une crise comparée aux dernières années. De plus en plus de mineurs rapportent également avoir eu des grossesses indésirées et nous trouvons aussi que les jeunes mères donnent souvent naissance de pères plus âgés, ce qui démontre une imbalance de pouvoir où des relations sexuelles sont entretenues par des hommes âgés avec des femmes plus vieilles, plus jeunes ou à des adolescentes. Donc, de 2010 à 2018, la réalité triste, c'est que lorsqu'on parle de grossesse adolescente pour les jeunes filles qui tombent enceintes, une inquiétude vive, c'est que le nombre de jeunes pères adolescents augmente aussi. Donc, lorsqu'on pense à l'avenir de ces jeunes filles, nous devons aussi réfléchir à comment ces jeunes pères sont-ils préparés ou non à leur vie de parents. Parce que ce qu'on remarque, c'est que lorsqu'un enfant est né et que c'est la seule responsabilité des filles, mais le fait d'élever un enfant devrait absolument être de la responsabilité des deux parents. On voit que certaines personnes sont d'avis localement que c'est un accident ou considèrent les grossesses adolescentes comme des accidents et pourtant, on n'arrive pas à se faire prendre par surprise par un pénis dans la nuit. Nous avons vraiment besoin de confronter ce fait
triste. Et il y a quelques semaines, nous avons eu une conversation avec des jeunes leaders philippiens et philippiniennes. Et c'est difficile de voir que les grossesses adolescentes continuent d'être banalisées. C'est même considéré comme étant la norme. Certaines pensent que si elles ne tombent pas enceintes avant un certain âge, elles seront laissées pour compte. Et je ne crois pas que c'est la façon dont les jeunes devraient penser euh, à leur avenir. Et donc, le travail que nous faisons en matière de santé reproductive et de santé sexuelle, c'est que on sait qu'on ne peut pas régler l'entièreté du problème aux Philippines. Il y a une limite à ce qu'on peut faire, mais je suis reconnaissant d'avoir le soutien de Affaires mondiales Canada de manière à ce que nous puissions agir dans nos communautés locales afin d'aider les jeunes femmes et même les jeunes hommes qui vivent des grossesses surprises ou des premières grossesses. Et pour prévenir aussi l'augmentation des grossesses adolescentes. Donc, voilà sur quoi nous nous concentrons. Merci. Voilà qui est très inspirant. Eric, merci beaucoup. Et maintenant, je vais donner la parole à Jennifer avant de revenir poser quelques questions de suivi à Eric. Jennifer, quant à vous, dans quel contexte est-ce que vous travaillez et en quoi l'éducation sexuelle est-elle si importante dans votre contexte? Merci. C'est vraiment inspirant d'entendre parler du travail de l'ICANN et de Interpares. J'ai pu en rencontrer une toute petite partie. J'aimerais juste reconnaître que je parle à partir des territoires traditionnels non cédés, des peuples autochtones locaux, dans ce qui est aujourd'hui nommé Victoria, Colombie-Britannique. Pour nous, la santé sexuelle des adolescents, nous sommes en fait dans une situation contraire où les taux de grossesse adolescente sont en déclin. Mais je crois qu'un défi qui est soulevé par ce phénomène, bien sûr, nous sommes heureux de voir que les taux de grossesse adolescente descendent, mais je crois qu'il y a une invisibilisation de la nécessité de l'éducation sexuelle des jeunes. Et lorsqu'on parle de grossesse indésirée, des conditions de parentalité entre les filles et les garçons, c'est bien sûr des enjeux sur lesquels il faut se concentrer. Mais ce que nous observons, c'est que la tendance est à la violence sexualisée. Il y a beaucoup d'augmentation de violences sexuelles chez les adolescents et les adolescentes dans nos populations les plus jeunes. Et une partie de ce phénomène est reliée au fait que nous nous concentrions avant sur la santé sexuelle en nous concentrant uniquement sur les ITS et la grossesse. Et donc, nous avons beaucoup parlé de ces aspects, mais nous n'avons pas beaucoup eu de conversations sur des relations saines, des styles de communication, le consentement. Et on voit les conséquences de ça. Et c'est un immense changement de paradigme que nous devons faire dans la façon dont nous faisons l'éducation sexuelle aux jeunes. Je crois aussi qu'il y a une invisibilisation de la nécessité pour un programme d'éducation de santé reproductive et sexuelle pour tous les aspects de notre vie, comment c'est lié à la santé mentale, à notre vie économique, à notre autonomie financière. Et nous savons bien sûr qu'il y a des connexions directes entre ces phénomènes. Et donc, je serais d'avis, et ce qui m'a est apparu évident dans ma tournée avec l'ICANN, c'est de reconnaître qu'au Canada, nous avons vraiment un immense privilège, mais ce privilège, je crois, cache de réels besoins de progrès en termes de santé sexuelle adolescente. Il y a cette idée comme quoi le taux de grossesse adolescente descend, donc c'est un bon signe. Et bien sûr, c'est vrai, mais il y a tant d'autres enjeux que nous devons adresser. Je pourrais vous dire qu'une des
En fait, une de mes expériences les plus fondamentales dans mon travail avec les CAN, ça a été de m'aider à partager ce savoir avec mes étudiants et étudiantes parce que les jeunes avec qui je travaille voient souvent l'idée d'une grossesse non intentionnelle comme étant quelque chose de très éloigné, pas très réel. Et donc, c'est très important de ramener ça sur le plan de la réalité en disant oui, ça se passe au Canada, mais voici ce qui se passe aussi dans la jeunesse à travers le monde. Et c'est ça qui va nous donner de la puissance pour travailler dans une perspective de justice sociale en réfléchissant à l'éducation et aux droits des adolescents euh, comme étant une question de justice sociale internationale. Et voilà un des grands défis auxquels nous faisons face, c'est le fait qu'on nous dit souvent, mais les taux de grossesse adolescente descendent et les taux de transmission des ITS descendent. Et ça, c'est seulement un des facteurs que nous devons superviser afin de nous assurer que nous avons une vie et une conversation saine. C'est tellement vrai. Lorsque j'ai euh, Lorsque j'ai posé les questions sur la grossesse adolescente tantôt, j'avais l'impression que c'est le seul sujet sur lequel nous nous concentrions dans ce projet et je veux juste spécifier que ce n'est pas le cas. C'est seulement un aspect de nombreux thèmes auxquels nous touchons dans le cadre de ce travail. Eric, pour revenir à vous, Jennifer parlait à l'instant de la violence sexuelle basée sur la genre dans un contexte de pandémie. Et voilà quelque chose qui représente évidemment une tendance à la hausse à l'international également. Et je me demandais si vous pouviez en dire quelques mots à ce sujet, pardon, euh, dans le contexte philippinien, avant que la pandémie ne frappe, avant les restrictions et les mesures sanitaires. À quel point est-ce que c'était facile de faire ce travail sur la santé sexuelle et reproductive adolescente pour arriver au stade où vous êtes et pour arriver à rejoindre votre auditoire? Parce que mon impression, c'est que même quand tout allait bien, c'était vraiment un gros défi aux Philippines. Oui, merci, David. Pour nous, aux Philippines, nous avons eu une politique gouvernementale adoptée en 2019 sur la santé reproductive des jeunes. Euh, donc, celles qui ont donné naissance et celles qui ont eu des fausses couches peuvent avoir accès à des bénéfices sociaux. Mais malheureusement, les Philippines demeurent un pays très conservateur. Et donc, cette politique a été déboutée en Cour suprême, même si les jeunes filles donnant naissance ont des fausses couches. Elles doivent présenter un consentement parental pour obtenir du traitement médical. Et donc, ça, c'est un immense défi dans l'accès aux soins de santé. D'un autre côté, nous avons eu la chance d'implanter des règles et des réglementations qui peuvent être interprétées libéralement. Et l'implantation des règlements dispensés dans les établissements publics pour les mineurs et les adolescents. Par exemple, dans nos cliniques, nous ne demandons pas le consentement parental ou l'autorisation parentale pour prodiguer des soins de santé sexuelle. Et c'est comme ça que nous agissons depuis un certain moment. Mais avant, les parents amenaient eux-mêmes leurs enfants à la clinique parce qu'ils savaient Donc, en fait, lorsque les jeunes enfants avaient des enfants, ont des enfants dans les Philippines, ils font partie de la famille. Il n'y a pas vraiment cette perspective comme quoi c'est un frein à l'ascension sociale. Et donc, les jeunes mères restent avec leurs parents et les parents amènent ensuite leurs filles à la clinique pour des contraceptifs et des mesures contraceptives.
Et donc, voilà un défi majeur, c'est le fait que nos établissements publics euh, fournissent ces services très nécessaires, mais les mineurs continuent d'avoir besoin de cette autorisation parentale pour y avoir accès. Et c'est important de faire connaître aux gens quels sont leurs droits légaux en termes de santé. Et dans le programme fédéral de développement de la santé, m'a même menacé personnellement en disant que je pouvais donner des services en matière de santé sexuelle aux adolescents, mais ne pas les influencer dans ne pas les influencer idéologiquement en l'absence des parents. Et donc, c'est une punition, c'est une pénalité quand même de guider, d'empêcher les professionnels de prodiguer des conseils et des soins de santé sexuelle. Est-ce que vous préférez que les adolescents et les adolescentes fassent leurs propres expériences et doivent faire une première grossesse avant d'obtenir des soins de santé et des conseils? Pourquoi réduire l'accès à l'information? Et, et donc, ce gestionnaire de programme a, a fini en disant que s'il m'attrapait en train d'influencer les adolescents, il allait me traîner en cours. Et je trouve ça dommage parce que moi, je tente d'agir sur la réalité locale de mon pays et me voilà qui fait face à des accusations et des menaces de poursuite. Et donc, je continue de participer au mouvement pour la santé reproductive, sexuelle et de fournir mes services. Et donc, je ne crois pas qu'il était très sérieux. Mais c'est sûr que la situation continue d'évoluer à toute vitesse en situation pandémique. Mais nous continuons de nous concentrer sur les droits et la santé des mineurs. Oui, ça me semble être un environnement très difficile dans lequel travailler, même sans parler de COVID-19. Avant de repasser le micro à Jennifer, j'aimerais te demander si vous pourriez nous parler un peu de l'école et du type d'éducation est dispensée aux adolescents et adolescentes dans le système scolaire. Même sans parler d'éducation sexuelle, quel est le cursus d'éducation publique aux Philippines pour les adolescents et est-ce que tout le monde peut y avoir accès? Je sais que c'est une question qui intéressera beaucoup Jennifer. On pourra en parler plus tard. Oui, comme je le disais, nous avons voté une politique en cette matière en 2012 et le secrétaire général des Philippines l'a simplement annulé. Donc, ça nous a pris environ 6 ans pour qu'en 2018, nous obtenions un changement de gouvernement et nous avons ensuite enfin pu émettre une politique euh, sur la mise en œuvre d'un programme d'éducation à la sexualité des adolescents grâce à l'aide d'un comité d'expertise qui a formulé des recommandations et je crois que Jennifer a pu consulter ce rapport. Et maintenant, il a été adapté par le département d'éducation nationale afin d'en faire un curriculum. Et maintenant, nous commençons le programme pilote dans de nombreuses régions qui sont particulièrement à risque de l'augmentation des grossesses adolescentes et des infections du sida qui affectent encore de nombreuses jeunes adolescentes. Mais maintenant que nous sommes en confinement, nous avons beaucoup de mal à évaluer euh, comment dispenser cette éducation sexuelle aux étudiants et aux adolescents parce qu'on voit que ces leçons donc, en fait, l'éducation est dispensée par des écrans et des modules réduits, etc. Et donc, nous n'arrivons même pas à atteindre nos standards normaux. Et
Nous avons eu la chance d'adapter notre programme quelque peu, mais la mise en œuvre et le programme de partenariat tel que décrit dans les statuts et règlements, nous savons certainement que les enseignants et les enseignantes ont mené de nombreuses études qui disent qu'ils ne sont pas si à l'aise de prodiguer un cursus en matière de santé sexuelle. On a vu cela dans nos expériences passées, que certains adultes décident de ne simplement pas dispenser la matière et donc nous devons aussi accompagner les adultes pour les aider à dispenser cette matière. Les jeunes filles euh, Donc, les jeunes filles doivent apprendre qu'est-ce que sont des menstruations avant qu'elles ne les aient. Et donc, il faut vraiment aider les enseignants à comprendre que l'éducation sexuelle ne rendra pas les étudiants et les étudiantes euh, délinquants et il faut plutôt concevoir le fait d'avoir des relations sexuelles comme étant le choix des adolescents et des adolescentes. Et notre responsabilité est de leur donner des options de l'information afin qu'ils puissent prendre soin de leur santé reproductive. Et donc, nous travaillons en étroite collaboration avec le département d'éducation, mais pour l'instant, ils ne peuvent que dispenser de l'information aux élèves et nous aimerions, en fait, nous croyons que l'éducation est une question d'imagination et donc, si on dit que En fait, si on choisit de ne pas dispenser d'éducation sexuelle et de limiter l'information en matière d'éducation sexuelle, où allons-nous fournir et offrir les services? Et donc, le corps enseignant dirait, pardon, je ne suis pas certain de comment t'aider. Et donc, je crois que ça doit être une interaction entre le système d'éducation et le système de santé. Puisque les jeunes ont besoin du service, alors évidemment, nous devons nous poser la question de comment l'offrir et le servir à la population. Merci beaucoup, c'est très éclairant. Je voulais comprendre un peu mieux les défis auxquels vous faisiez face. Et lorsque je reviens à vous, Jennifer, il semble que ce type d'idée, comme quoi nous avons bien sûr de l'éducation sexuelle à l'école, moi, je me rappelle que c'était un diagramme du système reproductif mâle et femelle et des diagrammes plutôt cryptiques, d'ailleurs, à mon époque, et c'était tout. Et c'était évident que l'enseignant ne voulait pas dispenser la matière et ça me fait me demander si les choses ont changé au Canada. Vous savez, il y a des parents dans le travail que j'ai la chance de faire, spécialement lorsque nous avons fait la formation des professeurs, j'ai remarqué à quel point ce curriculum avait été minutieusement planifié, il était exhaustif et il orientait vraiment les jeunes à travers leur développement en soutenant du matériel approprié à la tranche d'âge avec des notions critiques qui seront utiles à toutes les régions de leur vie, à toutes les zones de leur vie. Et pour être tout à fait honnête avec vous, les Philippines, alors qu'elle s'est adaptée, fait des avancées majeures comparées au Canada dans de nombreux égards. Et cela de manière majeure. De nombreux des diagrammes que vous avez vus, David, à votre époque, en fait, beaucoup de nos étudiants d'aujourd'hui auraient de la chance d'avoir la chance de les voir. Nous avons quelques guides de référence, mais en fait, c'est une responsabilité provinciale et ensuite une responsabilité des commissions scolaires et ensuite une responsabilité municipale. Et donc, nous avons toute cette pyramide qui nous empêche d'homogénéiser le curriculum de manière à nous assurer qu'il est vraiment dispensé et bien dispensé. Et ça, c'est tout à fait apparent dans notre réponse à la pandémie. Nous ne savions pas ce qui se passait du tout, mais nous savions que pour nous, en tant qu'organisation, l'éducation a été tout à fait liée
à l'école et à sa relation avec les parents. Et donc, si les étudiants en fait, si les parents font confiance à l'école, les étudiants ont une meilleure éducation. Et donc, en Colombie-Britannique, il y a eu un changement dans la façon dont nous prodiguons l'information pour revenir à une éducation axée sur la carrière, euh, alors que nous tentions d'avoir plus un accent sur la santé physique. Et maintenant, nous tentons de refaire cette transition vers une éducation plus axée sur le bien-être physique, mais sans prodiguer de maintien, de soutien et de cadre au corps enseignant afin qu'il puisse faire cette transition comme il faut. Et donc, tout se pense sur l'éducation au bien-être. Ça dépend tout à fait du niveau de confort de l'enseignant donné. Et donc, un des défis auxquels nous faisons face lorsque nous allons dans les classes pour donner des cours d'éducation sexuelle, et comme Eric le disait, les étudiants et les étudiantes n'ont pas seulement besoin de l'information, ils ont besoin aussi d'augmenter leur motivation et affecter leur comportement. Donc, ils ont besoin de suivi et d'informations complémentaires afin de nous assurer que leur comportement est affecté par l'enseignement. Et en tant qu'organisation à but non lucratif, nous avons eu beaucoup de chance parce que lorsque nous allons dans les écoles, nous cultivons ce type de conversation, nous les animons et nous voyons que les étudiants qui ont besoin de suivi savent où s'adresser, savent à quoi s'attendre. Alors que si c'est l'enseignant qui prodigue cette information, peut-être n'est-il pas aussi bien outillé pour donner l'information, mais et aussi peut-être ne sont-ils pas à l'aise de donner cette information. Et donc, c'est beaucoup d'occasions manquées à ce moment-là de fournir le service aux étudiants et aux étudiantes. Et ainsi, nous empêchons la curiosité et nous empêchons aussi la création d'un dialogue, la création d'un espace où on peut partager ce savoir. Et donc, nous avons besoin de cohérence et de suivi entre le programme d'apprentissage et les services communautaires. Et donc, voilà, je crois que ça, c'est un gros changement pour nous qui est très difficile de refaire un virement vers l'éducation physique axée sur le bien-être en considérant le fait que nous manquons d'outils et de ressources. Et de nombreuses écoles ont leur propre clinique de santé, mais l'an passé, tout le monde faisait leur école à partir de la maison, donc n'avait pas accès à ces services de clinique sexuelle. Donc, il y a toute une variété de critères vacants en ce moment. Et lorsque nous avons vu nos étudiants partir à l'école à la maison, nous avons vu vraiment nous avons créé des présentations PowerPoint pour les étudiants et pour les adultes, leurs parents, afin de faciliter l'approche à ce curriculum. Et au cours de l'année, nous avons dispensé autour de 37 de ces cours et seulement 2 d'entre eux ont été dispensés. Les autres 37 cours n'avaient pas l'impression que c'était une priorité et n'ont simplement pas donné la matière. Oh dear. Oh mon Dieu. Well, I guess we've always known that priorities are one of the things you deal with, and Oui, c'est toujours une question de priorité. and I think Et en vous écoutant, je me dis, the really wonderful ce qui est vraiment law and the great work that Lucan has done around a fantastique dans le travail qui est fait en matière d'éducation sexuelle, and how so you've set all of this stuff in place vous in the l'avez Philippines, dit aux Philippines, if nobody wants to use it or if mais they si have personne ne not, veut you know, l'utiliser, to si personne n'a say, envie d'en parler, again, as Jennifer was saying on peut bien earlier, leur donner toutes les directives how possibles. do they implement it? So is that what On you're ne peut seeing pas forcer les gens à les mettre en œuvre. Et donc, qu'est-ce que ça vous Qu'est-ce que ça vous dit, ça, aux Philippines? Oui, s'il y a une beauté dans le système de Philippines, c'est que le système d'éducation est assez évolué. Donc, selon ce que le bureau central dirait, nous devrions descendre ce taux, mais ça dépend beaucoup des priorités, comme Jennifer le disait, de chaque école. S'ils n'ont pas l'impression que c'est un enjeu important, ils ne seront peut-être pas très enclins à collaborer. Et ce n'est pas un sujet isolé.
Ça a été divisé en 5 thématiques principales de la première année au secondaire 5. Et donc, on ne saurait pas trop sur quoi se concentrer au cours de ce cursus. Et donc, pour fournir un environnement de soutien, le bureau des soutiens au centre d'apprentissage, c'est de créer des centres d'éducation à la sexualité. Et donc, nous soutenons cette initiative de manière à ce que peut-être ça marche un jour. Parce que comme Jennifer le disait, une fois que les étudiants et les étudiantes ont accès à cet aspect, il y a toujours à cette zone de connaissance pour poser des questions, alors les questions se multiplient. Et donc, si on donne un espace plus permissif que 40 minutes dans une classe de sciences, on s'aperçoit que les étudiants et les étudiantes sont très enthousiastes. Et donc, on n'a pas vraiment besoin de plus qu'une intervenante en matière de santé sexuelle par école, de manière à ce qu'il soit clair pour les étudiants où ils peuvent s'adresser pour obtenir ce type de service. Okay, I'm conscious of the time. Merci. Je dois faire attention Jennifer, à you l'heure talked a ici. little bit about Euh, how J'aimerais vous entendre parler de comment la pandémie affected some of the work a that you affecté le do, travail que vous faisiez. sort of the need to move online, the fact that students Comment avez-vous vécu ce transfert au monde virtuel? Comment vos étudiants ont-ils réagi? Je vais retourner à Eric pour entendre sa réponse. Pourriez-vous nous parler de comment vous vous êtes adapté à la pandémie? Et ensuite, je crois que nous allons passer à la séance de questions juste pour respecter notre échéancier. Pardon, Eric, je vous repasse la parole juste pour nous dire quelques mots à propos de la pandémie et de comment ça a affecté votre travail. Oui, donc en gros, nous avons changé notre cursus d'éducation parce que nous avions un comité d'éducation, des cliniques de services et des programmes politiques et militants. Mais puisque les services de santé sont considérés comme un service essentiel, nos cliniques sont toujours en opération, mais la pandémie a beaucoup ralenti nos comités et nos activités. Donc, en ce moment, nous utilisons la technologie qui est relativement fiable ici aux Philippines. Donc, nous utilisons Facebook et les réseaux sociaux pour rejoindre les jeunes, les textos massifs pour envoyer de l'information. Et l'ICANN a aussi pu produire un forum pour laisser un espace aux jeunes de discuter de leurs inquiétudes et de leurs enjeux en ligne, des enjeux liés à la puberté, la menstruation, la violence, le sexe, etc. Donc, nous nous fions lourdement sur Internet en ce moment. On voit que les mèmes et le matériel infographique, c'est populaire en ce moment pour cette population. Et donc, nous utilisons ça en ce moment. On les bombarde avec de l'information infographiée. Nous avons ce meme qui dit c'est mieux d'être préparé que de pas préparé du tout. En nous éloignant du discours traditionnel sur le condom. Donc, en disant, par exemple, si vous avez des relations sexuelles, utilisez un casque. Donc, on essaie d'utiliser l'humour pour rendre le contenu attirant pour les jeunes. Et donc, peut-être que sur notre mime, on aurait un lien relié au casque qui leur donne un petit peu plus d'informations descriptives sur les grossesses non planifiées, les ITS et bien sûr sur l'utilisation des méthodes de contraception comme le condom. Et donc, c'est ce qu'on fait en ce moment. Nous avons la chance d'avoir des nouvelles membres mobilisatrices et donc nous avons
Nous comptons sur leur soutien pour rejoindre nos clients et clientes. Merci beaucoup, Eric. Pendant que nous attendons les questions dans la boîte de clavardage, je vais vous en lancer une autre. On parlait des mimes avant de commencer notre conversation. Et donc, je me demandais si c'était la même chose pour vous, Jennifer. Vous savez quoi? Absolument. J'en parlais juste avec mes collègues à l'instant. Il fait des mimes de chats pour ses ateliers de secondaire 1 et les jeunes adorent ça. Et bon, je n'ai pas autant de succès avec les miens, mais ça me semble être universel. Les jeunes aiment beaucoup ce type de contenu et nous avons aussi eu besoin de nous adapter aux réseaux sociaux. Nous, personnellement, nous n'utilisons pas tellement Facebook. C'est moi qui anime Facebook, mais en fait, c'est Instagram et Snapchat qui marchent beaucoup. On fait aussi d'éducation sur TikTok, qui est génial. Donc, on fait beaucoup déséducation parce qu'il y a beaucoup de contenu problématique sur TikTok. Donc, on utilise beaucoup les réseaux sociaux. Une des choses qu'on fait aussi, c'est que vous pouvez voir ici, on a une ligne d'appel pour les jeunes. Donc, dans nos classes, on donne des cartes d'appel et ça peut être une ressource de suivi pour avoir plus de questions ou avoir plus de conversations plus tard dans leur vie. Donc, maintenant, dans ce contexte d'enseignement virtuel où nous ne sommes plus en classe, alors que les cas continuent de monter. Et donc, voilà comment j'enseigne la santé sexuelle. Je suis cette tête dans un écran et les jeunes utilisent la ligne de texto ou d'appel plutôt que de l'écrire dans un papier et de me le donner en papier dans la classe. Ils m'envoient ça sous forme de texto. Et lorsque tout le monde m'envoie un texto, un commentaire, un emoji ou une question, et la raison qu'ils envoient les emojis, c'est parce que la ligne d'appel reçoit plein de questions de partout dans la communauté. Donc, nous avons besoin de décrypter si cette question provient de la classe, de manière à ce que je puisse répondre en temps réel ou si elle provient d'une autre contexte. Et donc, les emojis sont très, très amusants et ils peuvent s'amuser et être un petit peu attannants avec leurs emojis. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils font beaucoup de suivi par texto. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 mois plus tard, ils nous rejoignent et nous pouvons avoir des indicateurs qui nous démontrent qu'il y a vraiment un besoin pour un soutien soutenu à l'extérieur de ces périodes d'enseignement en classe. Et avant d'avoir cette technique, il n'y avait pas de façon vraiment de voir quelle était l'utilisation réelle de la ligne d'appel, mais avec les textos, c'est vraiment beaucoup plus facile à tracer. Ils ont leur numéro dans leur téléphone, ce n'est pas juste une petite carte et tout, et donc ça nous aide à avoir une meilleure idée du changement de leur comportement et de leurs affects. J'ai quelques questions, pardon, je ne voulais pas vous interrompre, Jennifer, mais j'ai quelques questions dans la salle. La première étant, et je vais vous la poser en premier, Eric, et ensuite peut-être Jennifer, pourriez-vous vous exprimer aussi? Et donc la question, c'est comment rejoignez-vous les jeunes en situation de handicap, si c'est le cas? Est-ce que c'est quelque chose que l'UQAM est en mesure de faire? Et si c'est le cas, quelles sont les stratégies que vous utilisez pour vous y prendre? Aux Philippines, malheureusement, les gens avec des situations de handicap physique sont laissés pour compte et il en va de même en question de santé reproductive et sexuelle. Nous avons eu cet échange avec les communautés sourdes il y a quelques mois et ils étaient ridiculisés et discriminalisés. On leur disait, ah, vous vivez avec un handicap, pourquoi avez-vous besoin d'éducation sexuelle? Et malheureusement, ici, même le Conseil des affaires des personnes vivant en situation de handicap semble éviter de formuler un plan d'action concret. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous avons un contact très fort avec UPW qui
Donc, il y a un comité autonome de femmes en situation de handicap pour la santé reproductive aux Philippines, avec qui nous avons pu nous entretenir pour parler d'une collaboration, leur fournir des services et des conseils. Si l'une d'entre elles a besoin de contraception, d'informations, de consultations, nous allons leur fournir gratuitement. Et donc, nous avons aussi commencé à faire des rencontres individuelles, des activités de mobilisation. À l'avant, nous faisions des activités publiques qui rassemblaient plusieurs centaines de personnes, mais maintenant, nous allons plutôt vers une méthode de rencontre individuelle. Et aussi, puisque nous sommes en période de confinement, évidemment, le déplacement des corps est difficile. Et donc, aux Philippines, nous envoyons de l'information papier. Et après avoir fourni cette information, on peut faire un suivi pour voir s'ils avaient besoin de plus de questions ou de plus de conseils d'encadrement personnalisé. Donc, ça semble être très lent. Ce n'est pas aussi vite qu'avant, le développement sur ce plan-là. Mais bien sûr, après presque 16 ans de lutte sur ce dossier, nous espérons vraiment avoir accès à plus de ressources pour les personnes en situation de handicap. Oui, tout est une lutte continue, n'est-ce pas? Où en sommes-nous à ce sujet au Canada, Jennifer? Eh bien, pour ce qu'il en est de notre propre organisation, nous n'en sommes vraiment pas au niveau, vraiment pas. Mais je dirais que dans les dernières 7 ou 8 années, j'ai vu plus d'étudiants et d'étudiantes avec des handicaps physiques. Comme Erika le disait, il y a cette mentalité comme quoi les personnes en situation de handicap n'ont pas besoin d'éducation physique ou sexuelle. Et il y a eu aussi une réaction de la part des parents, des travailleurs communautaires qui ont vraiment commencé à exprimer le besoin crucial euh, et ce droit commun d'avoir accès à de l'éducation sexuelle. Et c'est lié à comment on comprend nos sentiments, nos corps, nos réactions. Et donc, le fait que nous nous concentrons sur la sexualité ne veut pas dire que ces savoir-faire et ces compétences ne seront pas pertinentes à plein d'autres aspects de la vie. Et il y a les étudiants et les étudiantes qui n'ont pas eu d'éducation sexuelle sont beaucoup plus vulnérables de faire l'expérience d'abus sexuels puisqu'ils ils n'ont pas été outillés pour reconnaître les risques. Et donc, beaucoup de notre travail s'articule dans les systèmes scolaires où nous avons des assistants d'éducation spécialisés avec qui nous travaillons de manière à les amener à travailler sur une base individuelle avec les clients et pour amener ces conversations de façon plus personnalisée. Parce que si on travaille avec quelqu'un qui n'est pas neurotypique, par exemple, qui fait face à des défis spécifiques, n'importe qui dans une session dira que c'est pas assez. Mais une seule séance avec quelqu'un en situation de handicap qui a besoin d'entendre le type de contenu répété de nombreuses fois, de façon créative, dans différentes façons, c'est là où ce que la relation de confiance est vraiment cruciale et nous avons besoin vraiment beaucoup d'un suivi après la conversation initiale. Merci, voilà qui est si éclairant. Je crois que nous avons atteint la limite de temps, ce qui est très triste parce que j'aurais eu une autre question dans la boîte de clavardage, mais bon, je vais quand même vous demander 30 secondes de réponse. La question concernait les programmes de plaidoyer et le travail militant. On a mentionné le fait qu'il y avait des bonnes politiques de rédiger qui n'étaient peut-être pas appliquées. Comment mettre la pression sur le gouvernement pour les forcer à améliorer les choses sur la question de l'éducation en santé sexuelle? Et donc, Eric, je vais vous poser la question en premier. Personnellement, je crois qu'il est plus que temps que les parties prenantes de la société exigent ces services.
Si le gouvernement et les personnes en pouvoir n'ont pas l'impression que c'est une priorité pour leurs citoyens, alors ils seront d'avis que ce n'est pas une nécessité et spécialement en temps de pandémie, c'est souvent vu comme n'étant pas prioritaire. Et donc, il est plus que temps que nous exigions du gouvernement qu'il agisse sur en cette matière, même si nous sommes en pandémie. La vie n'arrête pas. Si on regarde le cas du sida et de l'épidémie de consommation des drogues dures, ce sont des enjeux sociaux majeurs et nous avons besoin de mesures. Donc, le monde n'arrête pas de tourner juste parce qu'on est dans une pandémie et tout le travail doit continuer d'avancer. Oui, je crois que c'est aussi une question de normaliser la sexualité comme une expérience humaine que nous devons valider et affirmer. Et je crois que c'est pour ça que c'est une question d'éducation. Quand je vais dans un cours de maternelle, ils sont à l'aise, ils sont curieux, ils sont très excités par cette information. Et donc, on développe une relation à partir de ça. Mais si on attend trop longtemps, et qu'on leur dit rien, ce sont des occasions où la honte peut rentrer, la honte, la stigmatisation. Et lorsque on a appris la honte et la stigmatisation, c'est très difficile à déconstruire et à rééduquer les gens. Et ça fait partie de notre réponse à la pandémie. On s'est dit, vous ne pouvez avoir accès seulement qu'aux soins de santé essentiels, mais la santé reproductive ou santé sexuelle n'a jamais été identifiée par le gouvernement comme étant une zone de service essentielle. Et donc, ce qu'on dit, c'est reconnaissons la santé sexuelle comme étant tout aussi importante que tous les autres aspects de la santé et parlons de comment avoir accès aux services. Au Canada, il y a 35 des jeunes qui ont besoin de soins en matière de services de santé sexuelle avaient honte d'aller chercher de l'aide en matière de santé sexuelle parce qu'ils doivent être en train de se distancer socialement et ne pas avoir de contacts sociaux. Et donc, euh, ils hésitent à venir consulter. Alors, ce qui est important de dire à la population, c'est que si vous avez besoin de consulter, venez nous voir. Nous sommes là pour vous soutenir à avoir une vie saine, peu importe votre situation. Et donc, euh, et donc oui, ça change selon le contexte et les Yeah, cultures. absolutely. I mean, I Oui, absolument. think that, well, I'm not sure if Elizabeth Holland from Global Je Village ne Canada is suis still pas with certaine us, si Elizabeth Holland de Affaires mondiales said, Canada est toujours avec nous, mais je voulais quand même if she dire is, que that si elle est avec nous, that was kind of exactly the, oh, great. oh, All right. super, elle est là. This is the pitch that we gave to Global Affairs C'est le Canada in discours que nous terms avons of donné à additional Affaires mondiales water Canada resource en funds that termes we de spend that financement help nécessaire pour la participate réaction à la during pandémie the dans le pandemic, système de saying, santé. well, Pendant la pandémie, le système de we santé should have réagissait en self-sufficient disant la santé water reproductive n'est because pas COVID was une happening and priorité. Ce qu'on everybody doit faire started maintenant, c'est réagir à la COVID, à la COVID, à la COVID. which if you are wanting to get contraceptive pills, Mais si on a besoin de pilules contraceptives, your injection si on a doesn't besoin de notre injection de leaves you in a difficult Depo-Vera, spot. And so ça nous laisse vraiment dans une situation thank compliquée. you, Et donc, bravo to merci et Global bravo Affairs for giving à some vous tous et resources to toutes qui advocate sont là for pour nous donner des and ressources pour give us some améliorer la background. situation et remplir ce Obviously, besoin le it's way back moindrement. in the whole of the Philippines, but at least Et we bien can sûr, on ne peut pas le faire partout au Canada et partout aux Philippines, mais heureusement, des gens comme vous existent pour faire avancer la cause. I just wanted to sort of give a shout Et out to donc, Global Affairs vraiment, bravo et for coming félicitations à vous through on deux that one. pour votre travail et vos luttes. We are we are definitely over time. Nous avons définitivement dépassé notre So temps I'm going to et donc, wrap this up. I'm going je to vais first mettre of all fin à thank cet you échange. very Mais very avant, je veux personally vous remercier to personnellement, Eric and Jennifer Eric for et Jennifer, being pour votre brilliant with your participation et questions. de m'avoir, Thank de you vous être for soumis the à mon thoughtful interrogatoire. discussion.
Merci pour vos réponses et vos commentaires enrichissants. Merci à tous et toutes qui vous êtes jointes à nous pour vos commentaires, votre écoute, votre participation à notre sondage. Vous êtes tous et toutes très doués. Vous avez tous et toutes eu les bonnes réponses, ce qui n'était même pas le cas, mon cas. Et donc, voilà qui est bon signe. Nous sommes conscients et conscientes de ces enjeux. Et merci à tous et toutes pour votre soutien envers Interpares. Nous l'apprécions énormément et nous avons hâte de vous revoir pour de futurs webinaires, de vous revoir en personne. Et merci à vous. Passez une excellente soirée. Prenez soin de vous. Et on va s'en sortir d'une façon ou d'une autre, mais on ne sait pas trop quand ni comment. Thank you beaucoup au nom de toute l'équipe d'Interpares. Et s'il y a d'autres questions, je crois qu'il y en a eu d'ailleurs, que je n'ai pas eu le temps d'attraper. On va essayer de les transmettre par courriel à nos présentateurs et présentatrices de manière à vous obtenir une réponse. Et bien sûr, merci à Fanny pour l'interprétation. Nous allons rendre cet enregistrement disponible en anglais et en français. Donc, nous apprécions vraiment beaucoup le service d'interprétation ce soir. Merci à tous et toutes. Faites attention à vous. Goodbye. Merci. Au revoir tout le monde.